Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, ce rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver tous les matins pour partager donc ce regard sur l'actualité. Les grandes tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes. Mais ce sont les minables qui provoquent toujours ces tragédies. Nous avons cité capitaine Thomas Sankara en cette journée historique du 15 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, bienvenue au tribunal de l'actualité. Loukman Sanfo est mon nom, messieurs les juges au siège. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président Sanfo, bonjour juge Barra, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous, juge au siège du tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation, celle qui, à la radio et puis celle de True TV également, nous vous permet de suivre cette émission de façon optimale. Merci et merci encore pour cette fidélité. Alors, c'est bien que nous sommes le 15 octobre 2020 et le 15, vous savez aussi que le 15 octobre 1987, Thomas Sankara trouvait la mort au Conseil de l'Entente à Ouagadougou. Et depuis là, quelques jours, en tout cas, les Burkinabés se préparent à cette date historique de commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Nous suivons les activités de très près et nous recevrons donc en fin de commémoration les acteurs au premier plan pour nous faire le point donc de cette commémoration du 33e anniversaire de la disparition de Thomas Sankara. Mais déjà, nous continuons l'actualité et ce matin, nous parlons de vie syndicale. Nous apprenons que l'Union Police Nationale UNAPOL s'attelle à renouveler ses instances dirigeantes, va-t-on dire. Et il semble que l'équipe actuelle ne compte pas en tout cas se mettre au devant de la lutte cette fois-ci. Quelles sont les raisons? Nous cherchons à savoir en cette journée et nous recevons pour vous le secrétaire général de l'UNAPOL à la personne du commissaire principal Armi Aouzango. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président. Merci de répondre à notre convocation. Merci pour la convocation ici. Merci de saluer mes juges au siège. Bonjour, merci pour la convocation. Bonjour. Merci, bonjour. Les membres du seul tribunal qui n'a jamais amené quelqu'un en prison. Bon, si vous souhaitez être envoyé en prison, l'opinion vous envoyera en prison. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos, avec les juges du siège. Alors, je suis dans l'embarras, on commence par qui? Ils sont tous en tout cas inspirés ce matin. Ben Abougma, tout de même c'est vous. Merci Président. Effectivement, le sujet aujourd'hui c'est le 15 octobre. Il y a deux faits qui retiennent l'attention. Le premier fait c'est le dépôt de gerbes. Donc hier en Conseil des ministres, il a été dit que le président du FASO, au niveau du site du mémorial, déposait une gerbe en la mémoire de Thomas Sankara. Et ensuite le deuxième acte, c'est le baptême de l'université Ouaga 2 en université Thomas Sankara, qui avait également été acté en Conseil des ministres et qui va l'être officiellement aujourd'hui. J'ai dit ces deux faits majeurs pour marquer ce 15 octobre 2020. Il y a 33 ans tombait le capitaine Thomas Sankara. À un moment donné, ça n'a pas été facile pour ceux qui ont tenté de défendre sa mémoire ou de ce qu'il pouvait faire comme boulot. Le temps a fait son travail. Aujourd'hui, certains acteurs clés de ce même 15 octobre se retrouvent en train de participer à une réhabilitation de Thomas Sankara. Certains à leur corps défendant, il faut le dire, à leur corps défendant, parce que si on avait laissé le choix à certains, ce n'était vraiment pas évident. Mais étant donné qu'on ne peut pas cacher le soleil d'une seule main, quand la vérité des faits vous rattrape, en même temps vous contribuez aussi à réparer ce que vous avez contribué à gâter hier, si je peux m'exprimer ainsi, comme l'homme de la rue de Ouagadougou. Donc c'est aussi l'ironie de l'histoire. Donc certains l'ont combattu, aujourd'hui vont participer à sa réhabilitation, qu'ils le veuillent ou pas. Ça c'est aussi la réplique de l'histoire. Certains ont rêvé de voir ces moments-là où un président va poser un geste en mémoire de Thomas Sankara pour dire que c'est un homme qui est en train d'être réhabilité. S'il ne l'est pas totalement parce que la justice n'a pas encore tranché, mais c'est déjà un geste fort qu'un président puisse effectivement le faire. Il y en a qui ont rêvé d'attendre ces moments. Certains ne le verront pas parce que, étant déjà partis, mais d'autres vivent des moments historiques. Et ensuite, l'autre aspect, pour ceux qui vont sur le site du mémorial, vous discutez avec les jeunes qui y sont, vous allez voir effectivement des choses inédites par rapport au profil des personnes
qui viennent au pied de la stèle. Et il y a un qui avait dit que même si c'était un bâton qui était planté là-bas et qu'on disait que c'était Thomas Sankara, mais c'est un site, déjà qu'il y a un site dédié, il allait faire le déplacement. Il y en a qui quittent la province pour venir. Donc c'est des choses qui vont ressortir d'un moment à l'autre. Je crois que même au niveau de la télévision TV, il y a un travail qui a été fait pour savoir est-ce que les gens viennent là-bas, qu'est-ce qu'ils viennent dire, qui sont ceux qui viennent. Il y a aussi à regarder de près pour savoir que Thomas Sankara n'a pas quitté les cœurs. Mais ce n'est pas seulement ceux que nous voyons habituellement, qui scannent Thomas Sankara, qui portent le t-shirt de Thomas Sankara, qui écument les plateaux pour parler de Thomas Sankara. Ce n'est pas forcément eux qui portent Sankara dans leur cœur. Il y en a de plus convaincus que ce monsieur-là, mais qui eux aussi ont choisi de le faire discrètement. Donc c'est une réhabilitation qui a commencé. Déjà trouver un espace dédié à Thomas Sankara, poser une stèle, qu'un président vienne sur les lieux et qu'il y ait une université en son nom. 33 ans après, cela participe de sa réhabilitation, parce que dans des pays où vous avez place Thomas Sankara, hôtel Thomas Sankara, des bus qui passent à son effigie, dans des pays en Afrique et hors de l'Afrique. Et il faut également se dire que c'est un pas de franchi aussi dans le cadre de la réhabilitation. Et pour terminer, il y a une bourse d'une université allemande qui va porter une bourse doctorale qui va porter le nom de Thomas Sankara. Je dis ce n'est pas rien. Et donc il a bien dit tuer Thomas Sankara, 1000 Sankara naîtront. Donc je pense que c'est également un signe des temps. Donc pour le reste, ce qu'on demande maintenant, c'est que la justice fasse son travail pour parachever, parce que quoi qu'il en soit, quelle que soit la réhabilitation, il y a aussi ce sentiment d'injustice ou d'impunité qui est là. Mais les martyrs étant ce qu'ils sont, il y a aussi un mythe dans le martyr, et nous les humains, nous devrons également en tenir compte. D'accord. Merci à vous de nous faire le point de ce qui est en termes d'activité ou de nouveautés pour cette commémoration de la mort de Thomas Sankara. On aura certainement l'occasion, les acteurs au premier plan, pour mieux faire le bilan. Tout à fait. Voilà. Geoffroy Var, c'est à vous. Oui, merci Président. Moi j'aurai deux avant-propos assez rapides. Le premier, évidemment, ça va concerner Thomas Sankara. Aujourd'hui, toutes les pensées vont vers ce grand monsieur-là. Et puis je pense qu'il y a des enseignements à tirer. D'abord, 33 ans. Hein, et puis, il nous montre aussi que il n'y a pas besoin d'atteindre un certain âge pour apporter sa pierre à l'édifice et démontrer son amour pour la patrie. Et je crois aussi que c'est un exemple pour toute la jeunesse africaine, burkinabé, pour démontrer que la question de l'attachement à une patrie, c'est pas que des mots, c'est des actes qu'on pose quotidiennement et c'est des actes majeurs. Et puis il y a aussi cette leçon-là, que faites ce que vous avez à faire, il y a une justice peut-être éternelle. On ne peut pas cacher la vérité avec sa main, et puis on ne peut pas enterrer les enfants de Dieu. Parce que ce qui est en train de se passer avec Sankara, c'est qu'il a été tellement combattu qu'on se dirait que très vite il aurait été oublié. Et puis quelles sont les manœuvres qui n'ont pas été faites pour que Sankara soit dans les oubliettes. Mais aujourd'hui, c'est celui-même dont tout le monde se prévaut de l'originalité de ses idées. Lui, inspiré de Thomas Sankara, lui, il ressemble à Thomas Sankara, lui, il rappelle Thomas Sankara, lui, Thomas Sankara. C'est dire que c'est la référence. Ce que vous avez à faire, faites-le bien. Et la grande leçon qu'il nous a laissée, c'est que l'attachement à la patrie, c'est pas que des mots, c'est des actes qu'on pose chaque jour. Donc, aboyer le t-shirt, comme disait Bernard, c'est bien. Lever le poing, c'est bien. Mais dans votre vie de chaque jour, comment est-ce que vous démontrez votre attachement à ce pays qui a tant tenu au cœur de ce monsieur Thomas Sankara? C'est que des actes que vous avez à poser. On est dans un contexte, c'est celui des élections. Les gens ont commencé déjà à dire aussi que eux, dans les actions, c'est pas loin de Thomas Sankara. C'est pas ça le plus important. Démontrez-nous votre attachement à ce pays-là. Rentrer dans l'histoire, c'est remettre le pays sur une bonne trajectoire. Je pense que c'est la grande leçon qu'on pourrait retirer pour cette journée-là de ce matin. J'ai dit j'avais deux avant-propos pour aller très rapidement. Il y a la campagne qui s'ouvre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a la CENI le président de la CEI, parce que c'est la commission électorale là-bas indépendante, qui a fait son discours pour lancer donc l'ouverture de la campagne et puis appeler les uns et les autres à faire ce qu'il faut, mais toujours dans la légalité pour pouvoir glaner le plus de voix et tout. Mais moi je ne vais pas aller plus loin que cela. C'est espérer que cette période-là, qu'il y ait élection ou pas, ou même et qu'il y ait élection, que la Côte d'Ivoire ne tombe pas dans ce qu'on a connu il y a longtemps.
il y a quelques temps. Et aussi que les populations étrangères, burkinabés y compris, n'aient pas à subir le courroux de bagarres qui ne les concernent pas. C'est vraiment le vœu que je fais en termes d'avant-propos aujourd'hui, et c'est là que je vais m'arrêter. D'accord, merci à tous les deux pour ce regard sur l'actualité. La suite, c'est un entretien avec le secrétaire général du principal syndicat de police au niveau du Burkina Faso, l'UNAPOL, l'Union Police Nationale, avec le commissaire principal Armiao Zongo. Encore une fois, bienvenue. Merci. Avec vous, on fera le point de la lutte syndicale sous votre magistère, va-t-on dire. On va parler aussi de l'actualité, parce qu'il y a l'actualité qui concerne la police avec ses suspicions de corruption, ce qui a même valu la suspension des contrôles des documents au niveau donc de cette police nationale au niveau du centre. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être que ce n'est pas anodin que vous soyez notre invité en ce jour du 15 octobre, ce qui m'amène à vous poser la question. Thomas Sankara, vous qui êtes aussi un homme en armes, comme on dit, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, Thomas Sankara, c'est une référence pour toute la jeunesse burkinabé et africaine, de façon générale. Mais de façon ramassée, ce que moi je retiens de l'homme, c'est son courage, et son humilité, sa modestie et son intégrité. Et malheureusement, ce sont les valeurs qui manquent dans notre comportement aujourd'hui. Comme l'a dit le juge au siège, c'est pas la peine d'arborer des t-shirts et autres. Faisons l'effort d'intégrer ces valeurs que l'homme prônait dans notre comportement au quotidien, et nous verrons que peut-être ça va apporter beaucoup de choses pour le développement de notre cher pays. Dans la rang, comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis des valeurs partagées par Thomas Sankara? Parce qu'il y a certains qui se prennent déjà pour Thomas Sankara quand ils sont au devant de leurs camarades. Il y a d'autres qui sont aux antipodes de tout ce qui a été prôné. Quelle est la réalité dans vos rangs? Bon, là, c'est très difficile de comparer les époques parce que beaucoup de choses ont évolué et la démocratie s'instaurant, ça nécessite qu'il y ait peut-être un changement de comportement et qu'on intègre et beaucoup plus de discipline et d'intelligence dans nos rangs. Mais qu'à cela ne tienne, bon, son abnégation, son courage, c'est une source d'inspiration pour tout homme, pour tout porteur de tenue, et surtout son intelligence, parce qu'il y a lié la force et puis l'intelligence. Il faut vraiment le faire comme l'a su bien le faire M. Thomas Sankara. Une question de généralité sur cet aspect-là? Non, j'en ai pas. Je ferai? Non plus. D'accord. Alors, on va maintenant parler de l'UNAPOL. Alors, on apprend que dès demain, il va y avoir une assemblée générale qui permettra le renouvellement des instances dirigeantes de l'UNAPOL. Vous êtes le secrétaire général toujours en fonction jusqu'à ce que, en tout cas, vous soyez remplacé. C'est ça. Et on apprend que l'équipe actuelle ne compte pas rebeloter en termes de se mettre devant pour la lutte syndicale. Mais déjà, pour ce qui est de l'UNAPOL, oui. De façon générale, quel est son état de santé aujourd'hui? Bon, l'UNAPOL se porte très bien. C'est depuis le début. Dès le début, j'ai dit que je vais faire un seul mandat non renouvelable, et j'exhorte tous les syndicalistes aussi à accepter céder la place à un moment donné. Donc c'est une promesse que j'ai donnée depuis longtemps et que je tiens à respecter. Actuellement, l'UNAPOL se porte très bien. Sur plusieurs ans, on a quand même réussi à contribuer à recadrer les choses, à avoir beaucoup d'acquis, mais aussi à tracer le chemin pour ceux qui vont venir après nous, pour que le syndicalisme à la police puisse être un syndicalisme constructif pour aussi bien la sécurité de la nation, les intérêts des policiers et tout ce qui va avec. Est-ce que vous êtes dans votre fort intérieur convaincu que l'initiative de mettre en place un syndicat de police, parce que ça a été en tout cas le fruit d'une longue lutte et d'un bras de fer sans précédent, est-ce qu'à ce jour il fallait véritablement mettre ce syndicat-là? Le contexte même démontre que c'était utile, c'était indispensable d'avoir un syndicat au niveau de la police, et pour pouvoir contribuer à apporter un changement positif même dans le fonctionnement de l'institution et apporter des contributions aussi, des propositions concrètes pour une meilleure sécurisation de nos populations. C'est pourquoi nous on s'est dit que pour que on puisse atteindre ces objectifs-là, il faut qu'on savoir une manière de lutter, choisir une manière de lutter qui va permettre d'atteindre ces objectifs, et non avoir un syndicalisme qui est contre-productif et qui est source même d'insécurité. C'est comme je le dis toujours, et le désordre ne doit pas venir des forces de l'ordre. Et lorsqu'un syndicat de police est à l'origine du désordre, des troubles à l'ordre public, c'est vraiment se tromper de lutte.
Donc aujourd'hui, on a su allier ces aspects-là, on a su faire en sorte de maintenir l'ordre public, la quiétude, mais aussi d'avoir beaucoup d'acquis au profit de nos militants et au profit de l'ensemble de la police nationale de façon générale. Est-ce que vous essayez de faire une sorte de sondage pour voir l'adhésion véritable des policiers dans votre lutte syndicale? Parce que d'aucuns estiment que ce sont ceux qui sont proches donc, du bureau qui sont véritablement les bénéficiaires, et ça a même été un instrument pour régler des comptes en votre sein. Est-ce que, en toute âme et conscience, vous avez pu jauger en tout cas le poids, sinon la considération que les policiers ont vis-à-vis de ces syndicats-là? Bon, ça va être trop prétentieux pour moi de répondre à cette question. Il va falloir peut-être adresser la question aux policiers, mais moi je pense que on doit juger un syndicat sur ses acquis. C'est sûr que vous devez recevoir des messages ou autres adresses concernant justement le regard que les uns et les autres ont vis-à-vis de vous. Bon, ce que moi je reçois très souvent, c'est des contributions des gens. Il faut orienter la lutte dans tel sens, il y a tel problème à tel niveau, il va falloir que vous vous prononciez, etc. Ce sont des contributions qui nous permettent quand même de prendre les mesures appropriées pour faire face à cela. Bon, c'est pas sur ça qu'on peut faire un sondage pour voir s'il y a de l'adhésion ou quoi. Il appartient aux policiers de se prononcer. Moi, je pense que notre bureau, on a fait ce qu'on devait faire et on ne pouvait pas être plus prétentieux que ce qu'on a pu faire. Maintenant, bon, l'avenir nous dira si on a eu raison de faire cela ou pas. D'accord, je passe la parole. Voilà, moi j'ai une question de généralité, c'était pas sur Thomas Sankara, donc j'y viens maintenant. Vous promettez, quand vous venez de faire un seul mandat, oui. Pourquoi? C'est juste quelque chose que vous voulez ajouter à votre CV pour continuer, ou bien qu'est-ce qu'il y a? Non, pas du tout. C'est une construction de carrière, hein, quoi qu'on dise. Non, pas du tout. Moi, j'ai participé à la création du syndicat et j'étais très actif dans le premier bureau. Donc, si je fais le point, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le syndicalisme, 2 ans à la tête du syndicat. Et moi, je pense que, bon, à un moment donné, il faut laisser la place aux autres. Parce qu'il y a des gens plus compétents, il y a des gens plus intelligents qui veulent apporter leurs contributions pour que les choses fonctionnent mieux. Et tant que vous êtes là, vous empêchez les autres de briller. Donc pour cette raison, moi j'ai dit depuis le départ que je vais juste recadrer certaines défaillances et puis je vais laisser la place à d'autres personnes que je suis convaincu feront mieux que nous. Et comment vous entrevoyez la suite si vous n'êtes plus à la tête du syndicat? C'est rester un simple militant, un simple, comment dire cela, voilà, un simple membre du syndicat, ou bien c'est que vous prenez vraiment vos bagages et vous partez? Moi je ne peux pas partir comme ça, parce que si vous partez et puis vous laissez les gens naviguer à vue, c'est comme si vous n'avez pas voulu que les choses fonctionnent mieux après vous. Donc moi je serai toujours disponible et selon ce que le nouveau bureau me demandera, je serai toujours disponible et je suis obligé d'apporter ma contribution pour que le prochain bureau puisse mieux faire que nous, parce que ça, c'est dans l'intérêt de nous tous policiers, c'est dans l'intérêt de la police nationale, c'est dans l'intérêt de la sécurité. Donc tout ce que je pourrais apporter, je suis disponible, je suis prêt à le faire à tout moment pour que les choses fonctionnent mieux que ce que nous on a pu faire. J'avais posé une première question, je la reformule d'une autre façon. Vous savez, souvent on sait que quand vous êtes figure de proue de syndicat, c'est difficile d'avoir une vie de cadre, des avancées, c'est souvent très difficile dans l'administration. Est-ce que ça ne pèse pas quelquefois dans les choix qu'on fait à un moment donné? Est-ce que ça ne vient pas dans une petite partie de votre tête aussi à un moment donné? Bien sûr, parce que le syndicalisme est incompatible avec l'exercice de certaines responsabilités administratives, ça c'est évident. Et c'est tout à fait normal que toute personne à un moment donné pense à lui-même. Ça, on ne peut pas enlever ça d'un syndicaliste aussi. Mais moi, ce n'est pas ces aspects qui ont plus pesé. C'est parce que depuis le départ, j'ai pris l'engagement de faire un seul mandat et de céder la place à d'autres. Donc c'est la principale raison qui a fait que je vais m'en aller. Dès demain, il y aura un bureau beaucoup plus percutant peut-être et beaucoup plus compétent que nous. Peut-être dernière question dans la série que j'ai. Je rentre un peu dans la question des bilans. Moi, je me rappelle qu'en février, vous disiez quelque chose. Vous dites, avec le ministre, il y a, c'est-à-dire le torchon brûlé. Vous dites que vous êtes comme dans un cercle irréversible. Vous êtes dans une dynamique irréversible. C'est comme si ce n'est plus possible qu'on ait de bons rapports avec le ministre. Donc, l'UNAPOL, ça a été, sous votre majesté, ça a été vraiment comme ça, tout le temps, couteau tiré avec le ministre? Donc, ça, il faut que... ça veut dire qu'en février, je m'étais beaucoup trompé. Parce qu'après ça, on a eu de très bons rapports avec le ministère, avec la direction générale de la police. C'est ce qui a permis même d'avoir un climat assez calme pour permettre aux différents acteurs de travailler et de résoudre beaucoup de problèmes.
Donc ça n'a pas toujours été de l'adversité inutile entre nous et puis le ministère, parce que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de résoudre des problèmes qui sont réels. Et vos premiers interlocuteurs, c'est la direction générale, c'est le ministère. Ceux qui doivent résoudre vos problèmes, si ce sont vos adversaires ou bien vos ennemis, moi je pense que ça va être très difficile de résoudre ces problèmes. On a su, et en homme mature, taire certaines divergences et puis travailler ensemble pour l'intérêt des policiers. C'est vrai que c'est rare qu'on entende sur ce plateau un homme de syndicat dit on s'est trompé en ce moment. Parce que les mots étaient durs, et je me rappelle bien en février, à l'endroit du ministre, quand vous dites aujourd'hui vous vous êtes trompé. Mais souvent dans le cadre de discussion, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir ce type de perception à un moment donné et qu'on en vienne après à se rendre compte que, bon, sûrement qu'on s'est trompé. C'est quoi? C'est l'ardeur, l'âpreté de la discussion, ou bien c'est qu'on ne voit pas plus loin que les intérêts qu'on défend ici et maintenant, ou bien c'est le cadre même qui ne le permet pas. Qu'est-ce qui explique souvent ces moments très difficiles de discussion et de bagarre tranchée, notamment avec les autorités? Bon, très souvent, quand on ne s'écoute pas, quand on n'écoute pas, quand on n'essaie pas de prendre en considération et de voir des sérieux dans les revendications des syndicats, ça amène de l'adversité. Mais si à un moment donné aussi, on accepte que ça soit discuté franchement, prendre en compte ce que disent les syndicats, qui sont des structures qui veulent apporter seulement leur contribution au bon fonctionnement des choses, je pense que ça permet d'éviter toutes ces adversités. Il faut aussi que de notre côté, au niveau des syndicats, on puisse aussi ne pas seulement faire des revendications purement corporatistes. C'est vrai qu'on réclame des choses, on revendique des choses aux yeux du gouvernement, mais moi j'ai l'impression, de ma petite expérience, que c'est pas tout qu'on peut résoudre tout de suite. Donc il faut qu'on concilie les deux positions, que nous on accepte aussi mettre un peu d'eau dans notre vin, mais que les autorités aussi nous écoutent et prennent au sérieux nos revendications. Moi je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'on a su faire dans notre ministère, avec le syndicat et puis le ministère et la direction générale. On s'écoutait, on se comprenait. Bon, ce qui est faisable, nous on demande que ce soit fait rapidement, mais ce qui n'est pas faisable aussi, c'est difficile. Même la plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Donc c'est dans cette capacité de compréhension mutuelle qu'on a pu quand même s'en sortir et puis régler beaucoup de problèmes au niveau départemental. D'accord. Benavouma, la parole. D'accord, merci. Votre tout premier secrétaire général Wakilou, qui est parti parce que lui il a rejoint une organisation internationale, oui, et vous a cédé la place, ça n'a pas été facile. Oui. Alors que dans la tradition du syndicat, le secrétaire général il est là ad vitam aeternam, et quand vous demandez pourquoi il n'y a pas d'alternance, on vous répond les réalités syndicales sont différentes des réalités politiques. Moi je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous amène véritablement à partir, parce que vous prenez les syndicats burkinabés, vous ne savez plus combien certains sont au poste tellement il y a très longtemps. Leur dynamisme fait pâlir, leurs compétences, il n'y a personne d'autre qui peut remplacer. Et chez vous, voilà, alors que j'ai dit les raisons du départ de Wakilou, c'est autre chose que vous. Il a eu un poste, il allait servir mieux ailleurs. Voilà, donc la question, c'est pourquoi véritablement un mandat, est-ce que c'est suffisant pour un homme de conviction, pour envoyer un syndicalisme là où on doit l'amener? Moi je pense que, comme vous l'avez si bien dit, malgré le départ de Wakilou, ça n'a pas empêché que le syndicat fonctionne bien, ça n'a pas empêché qu'il y ait des acquis, parce que comme le fait Wakilou et les autres, ils apportent toujours les contributions pour que ça fonctionne bien. Moi je pense qu'on ne peut pas être syndicaliste à vie. C'est les mêmes domaines partout, on choisit les gens par élection. Il faut cultiver l'alternance. Il faut laisser les gens aussi apporter leurs contributions, apporter leur intelligence. Parce que tant que vous êtes là, les choses fonctionnent comme ce que vous pensez. Et vous pouvez penser que c'est bien. Bon, c'est bien tant que vous êtes là. Mais peut-être après vous, la viabilité même d'un syndicat ou d'une structure, là, c'est après ceux qui sont devant. Parce que nous, on doit créer les conditions pour que ça fonctionne bien. C'est pourquoi nous, on a tiré les leçons, les erreurs de l'ancien bureau, et qu'on est en train de travailler pour faire en sorte que ça ne se répète pas dans l'intérêt du syndicat, et qu'on sera toujours à côté, comme l'a si bien fait les autres, pour accompagner ceux qui seront à la tête, pour que ça fonctionne bien dans notre intérêt à tous. D'accord. Deuxième question. Peut-être qu'il faut lui demander, est-ce qu'il y a un poste en vue? Parce que comme Wakilou qui cède la place, oui, peut-être que c'est... Vous partez où pour être plus petit? Moi je reste à la direction générale au même poste, je n'ai aucune proposition.
Mais si vous avez des propositions, même si c'est attributif, je suis disponible. Moi, si vous avez des prochains postes à l'international. Non, pas du tout. Aucune proposition, rien de concret dans ce sens. Bon, donc je suis toujours au même poste. Rien n'a évolué positivement, mais ni négativement aussi dans ce sens. Alors, entend l'UNAPOL à un moment donné a été vu comme le syndicat des gradés. Oui. Et à côté à l'APN, nous on pense que c'est le syndicat des moins gradés. L'APN qui n'a pas été reconnu officiellement. Après, il y a eu des jugements qui ont été rendus en leur faveur. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec cette autre entité de la police? Dès le départ, nous on a été clair. L'UNAPOL, c'est un syndicat pour tous les corps. Commissaires, officiers et sous-officiers. La preuve, si vous prenez le bureau, il y a tous les corps sont représentés. Parce que nous, on pense qu'il n'appartient pas à un corps de lutter pour ses intérêts et puis oublier les autres. C'est ensemble qu'on peut lutter parce que nous avons les mêmes problèmes au niveau de la police. Donc, c'est notre conviction au niveau de l'UNAPOL. C'est pourquoi même il y a une condition, si vous voulez déposer une liste de candidatures, il faut qu'il y ait les 3 corps. Il ne faudrait pas que ce soit un syndicat pour un corps. Sinon, ça risque d'être le syndicat d'un corps contre les autres corps. Et là, ça risque de créer le désordre. C'est ce qu'on a voulu éviter dès le départ. J'ai vu aussi comment l'APN est née. L'APN dès le départ, bon, peut-être que je me trompe, mais l'APN dès le départ s'est montré comme un syndicat qui est l'adversaire de l'UNAPOL. Pourtant, il ne peut pas avoir d'adversité entre syndicats dans une même institution. Bon, donc nous on a observé les choses, on a suivi les choses jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas de rapport concret avec l'APN. Mais ce que je dois signaler, il y a les policiers qui ont été licenciés, qui majoritairement sont des militants ou bien des membres du bureau APN, qui par humilité, à travers leur secrétaire général adjoint, je pense, Ousmane, nous ont saisis et puis nous ont demandé notre accompagnement pour la résolution définitive de leurs problèmes. Moi je leur ai dit, bon, c'est une obligation pour nous. Tant qu'un policier nous saisit pour son problème, c'est un devoir pour nous de l'accompagner, de chercher les voies et moyens pour résoudre son problème. Parce que c'est un problème de tous les policiers. Donc pour cette raison, on a entrepris les démarches dès le départ et on a rencontré beaucoup d'autorités dans ce sens. Et je peux vous dire que personne n'est opposé à leur intégration, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Personne n'est opposé à leur intégration. Là-dessus, on traîne les pieds. Ce sont les procédures administratives qui sont très longues et très complexes. Vous n'avez pas suffisamment défendu comme ailleurs. Il y a des mouvements d'humeur qui sont annoncés pour dire tant qu'ils ne sont pas intégrés, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Là, on n'a pas beaucoup vu l'UNAPOL sur ce dossier-là. Je leur ai dit clairement, tant que nous, on ne voit pas un obstacle qui dit clairement que vous n'allez pas être intégré, on ne va pas aussi tirer loin. Mais tant que tous les acteurs voir les choses dans la même direction. Tant que tout le monde est disponible pour régler le problème, nous on va suivre les voies administratives que moi je connais pour résoudre le problème. Elles s'y sont intégrées aujourd'hui. Mais dès que le jour que, peut-être au niveau de notre ministère, ou la DGPN, ou à un niveau plus élevé, nous on apprend qu'ils ne seront pas réintégrés, c'est en ce moment qu'on va tirer et qu'on va mettre la pression parce que leur intégration c'est devenu un dossier de l'UNAPOL. Mais vous savez comment est-ce que les choses fonctionnent. On dit pas forcément non, on vous fait tourner en rond. Et c'est au fil du temps que vous vous rendez compte que... Moi j'ai quand même de l'expérience dans le domaine et peut-être vous-même vous savez, j'ai de l'expérience, je sais à quel moment il faut frapper, je sais à quel moment il faut tirer la sonnette d'alarme et je pense que ce n'est pas encore le moment. C'est vrai que ça fait longtemps, mais quand vous regardez la procédure aussi bien en justice qu'au niveau administratif, et ce qui souvent nous complique la vie, c'est lorsque vous avez des acteurs qui ne relèvent pas directement de votre ministère. Comment mettre la pression à un autre ministère, c'est un peu difficile. Donc on est dans cette situation-là actuellement et que je pense que ça sera décanté bientôt. Mais le dossier il est à quel niveau exactement? Actuellement, puisque dès qu'il y a un dossier, il y a un problème entre l'administration et l'administré, tout le dossier est confié à l'agence judiciaire de l'État, qui est comme l'avocat de l'État. Et c'est ce même agent-là qui finit toutes les procédures et qui adresse des correspondances au département d'origine pour faciliter les choses. Donc on est à ce niveau. Bon, nous on est un peu très mal placé en tant que syndicat de police d'aller mettre la pression, on faire du bruit sur l'agence judiciaire de l'État pour que des correspondances qui sont simples à faire et puissent parvenir. Nous-mêmes, à un moment donné, on a essayé de voir avec notre ministère pour est-ce qu'on ne peut pas sauter l'étape même de l'agence judiciaire de l'État pour le faire. Bon, le ministère, par prudence, a dit qu'il préfère attendre la suite venant de l'agence judiciaire de l'État pour faciliter les choses et on est allé là-dessus. Est-ce que ce n'est pas votre façon de faire qui fait que celui qui doit écrire des simples, comme vous l'avez dit, traîne les pas? Oui.
Bon, c'est l'administration burkinabé qui est un peu comme ça. Il y a une administration où il y a souvent un peu, je m'excuse, un peu de complaisance et un peu de laxisme. Sinon, faire une correspondance en une journée, 2 journées, vous pouvez évacuer la question. Mais en tant que syndicat administratif, une piqûre de rappel à quelqu'un qui doit faire son boulot, ce n'est pas trop demandé. C'est s'il relève de votre département ministériel. Mais c'est un autre ministère. Nous, on est un peu mal à l'aise de mettre la pression. Et puis aussi, je pense que c'est un dossier sur lequel il faut être prudent et où il faut avoir quand même tous les acteurs de ton côté, parce que bon, ça peut avoir des suites un peu désastreuses pour les intéressés. Donc nous, on préfère aller un peu doucement pour que ça puisse se régler de façon générale et de façon globale dans l'intérêt de tous. Les lettres qui restent à écrire, là, qu'est-ce qui doit être mis comme contenu dans ces lettres? Simple. Dit que voici les suites, voici la décision de justice qui a été rendue et nous, on vous transmet, c'est tout. Bon, maintenant, c'est une période où souvent les gens sont en congé, ils sont en déplacement, ils ont des missions. Même cette semaine, les intéressés étaient en mission à Koudougou. Donc, bon, rester à Koudougou pour faire des correspondances, c'est un peu difficile. Mais dans tous les cas, moi, je suis en contact avec les représentants de ceux qui sont licenciés et on leur fait le point au jour le jour pour qu'ils comprennent comment ça évolue et les rassurer que c'est un dossier qu'on ne va jamais oublier et qu'on va porter ça comme un problème de l'INAPOL. D'accord. Alors vous êtes en fin de mandat, vous dites que vous passez le témoin demain. S'il y a, vous regardez dans le miroir pour dire si vous êtes satisfait, quels sont vos points de satisfaction? Parce que bon, c'est à l'heure de bilan. Oui. Les uns et les autres également voulaient savoir, parce qu'à un moment donné, le ton était très dur, comme l'a dit Geoffroy, et après, on ne vous a plus entendu, et puis bon, jusqu'à ce que vous dites que vous partez. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de satisfaction au niveau personnel et au niveau institutionnel aussi. C'est très difficile tout de suite de faire un bilan exhaustif de tout ce qu'on a eu comme acquis, parce que c'est les syndicats le font très souvent. Mais je vais aller sur la base de nos dernières revendications, ce qui a prévalu à ce qu'on a menacé en temps de faire un arrêt du travail. Vous avez même dit au ministre des partis. Oui, c'est ça. Mais bon, quels sont les acquis après ça? C'est seulement sur ça je vais me contenter. On était sur la question du dossier des officiers. Bon, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a une loi additive qui a été adoptée. Il y a le Conseil des ministres passé un décret additif qui a été adopté. Il y a une mission qui sera dès lundi à Koudougou pour voir comment reverser les officiers concernés. Donc sur cette question, il y a beaucoup de satisfaction. On était aussi sur les questions d'indemnisation des policiers qui sont victimes, des familles des policiers victimes d'attaques terroristes. À ce jour, tous les dossiers qui sont au niveau des services techniques ont été réglés. Les familles sont rentrées en possession de leurs chèques. C'est la même chose pour les policiers qui ont eu leurs biens endommagés au cours d'attaques terroristes. Ils ont été réparés. On se plaignait aussi du fait qu'il y avait des directions régionales, directions provinciales où il n'y avait pas de titulaires. Tous ont été nommés, même le Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, les nominations se poursuivent. Donc c'est pour dire que si on était dans l'administration, on allait dire que c'est un taux de réalisation de 95%. Donc il y a beaucoup de satisfaction, mais c'est trop prétentieux, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et je pense que il y a la question des écoles qui n'est pas totalement... Il y a la question des armes aussi. Est-ce que vos armes vous ont été restituées? Il y a eu beaucoup d'améliorations sur cette question. Est-ce que les armes vous ont été restituées? C'est ça que je dis. Il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup d'améliorations sur cette question, ce qui a permis d'ailleurs aux policiers de Djibo de repartir à leurs postes, ce qui a permis aussi à la police d'occuper certains postes très avancés et très dangereux. Donc je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu beaucoup d'avancées sur cette question des armes. À un moment donné aussi, vous demandiez la relecture de l'organigramme au niveau de la direction générale, la direction générale de la police nationale. Est-ce que ça a connu quelques avancées? Et puis il n'y avait pas que ça comme point, il y avait aussi le manque de cadres policiers dans le staff décisionnel du ministère. Ça, c'était des problèmes de fond que vous posiez en son temps. C'est ça. Mais l'urgence n'est pas la même. Par exemple, il y a un organigramme par rapport à la question des carrières des officiers. Convenez avec moi que la question des carrières est plus importante et plus urgente. Donc, au niveau de la relecture de l'organigramme, il y a une commission qui a été mise en place. Il y a une commission au niveau du ministère qui est en train de réfléchir sur la relecture de l'organigramme du ministère. Moi, j'ai été associé et j'ai pris le soin de dire qu'il faut surseoir à ça pour attendre que la DGPN relie son organigramme avant de relire l'organigramme du ministère. Quant à la question des nominations de policiers dans le staff décisionnel du ministre, il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Donc, ça, c'était pas prioritaire par rapport aux autres revendications. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup tiré là-dessus. Mais comme je l'ai dit, la lutte ne s'arrête pas. Je sais que les prochains bureaux
prendront ça parce que c'est une revendication, c'est un besoin d'ordre institutionnel et non seulement une revendication syndicale. Mais ça traduit aussi quelque chose. Oui. Vous parlez de votre représentation au niveau de l'aspect décisionnel au ministère, mais on sait que quand on dit policier et puis d'autres corps, c'est petite guéguerre, même sur le plan de la communication, on le sent très souvent. C'est la police qui est venue, qui a réglé le problème. Après, on nous dit non, c'est pas la police, c'est la gendarmerie. Et il y a des communications qui sont même quelquefois un peu contradictoires. Vous partez sur le terrain, on sent que vous marchez un peu sur les pieds. Quand vous dites être représenté là-bas, on sent qu'il y a aussi cette petite bagarre là. Ça se règle aujourd'hui. Comment est-ce que se vit cette... Quelquefois, ça peut être une... Comment on appelle ça, une concurrence saine, hein? Mais quelquefois, si on se rend compte que, bon, ça dépasse un peu. Moi, comme je le dis toujours, il ne peut pas avoir de concurrence saine entre police et gendarmerie, entre FDS. La concurrence, c'est au niveau du commercial. Entre vous, télévision ou les maisons de fabrication de portables, c'est là-bas qu'il peut y avoir de la concurrence. À notre niveau, c'est seulement la complémentarité, la cohésion entre les corps. Et je pense qu'on travaille dans ce sens. Si vous avez remarqué quand même, les incidents ont beaucoup diminué entre les policiers et les gendarmes depuis ces derniers temps, et les autres corps d'ailleurs ont beaucoup diminué. Je pense aussi qu'avoir des policiers au ministère, ça ne va pas être un obstacle à ce que ça améliore les rapports entre les corps, et l'amélioration desquels rapports est vraiment une obligation actuelle pour pouvoir faire face à l'insécurité grandissante, pour pouvoir apporter des réponses appropriées aux besoins sécuritaires des populations, parce que vous restez dans des guéguerres, la population s'en fout de ça. La population veut être en sécurité. La population ne veut pas savoir qui m'a sécurisé, qui a fait quoi. Entendez-vous et sécurisez-nous, c'est votre mission, c'est votre raison d'être. Donc moi c'est comme ça que je vois les choses, et j'invite vraiment tous les acteurs, syndicats comme différentes hiérarchies, le ministère, à travailler dans ce sens pour que les rapports entre les différents FDS soient vraiment sains, pour permettre d'atteindre des résultats sécuritaires très probants. Vous dites que si on a remarqué, les tensions se sont un peu apaisées, mais vous vous êtes parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense qu'il y a une prise de conscience à tous les niveaux, que des guéguerres inutiles, ça n'apporte rien, ça ne grandit personne, ça n'apporte aucune sécurité à quiconque. Et sinon, on ne s'est pas parlé. Bon, peut-être qu'au niveau des hiérarchies, ils se sont parlé, nous, on n'a jamais été associés. Vous voyez très mal comment un syndicat même va être associé à des échanges entre hiérarchies policières et gendarmerie ou de l'armée, c'est très difficile. Mais et quand cela ne tienne, quand même, il y a eu de l'amélioration. Et j'invite les gens à dialoguer, à échanger entre eux pour faciliter. Dernière question là-dessus, mais c'est quoi le problème au fond? Expliquez-nous, parce que quand on en vient à se percer des roues, des choses comme ça, nous sommes des citoyens lambda. Quand on vous regarde, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas avec eux? C'est quoi le problème de fond? Bon, le diable se trouve dans les détails. Permettez-moi de ne pas rentrer dans certains détails qui peuvent peut-être frustrer inutilement. Donc, quand on veut tendre vers l'apaisement, vers la résolution des problèmes, il ne faut pas remuer le couteau inutilement dans la plaie. Donc, je m'excuse au juge du tribunal, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais c'était une réalité. Il y avait des petites couacs, il y avait des petites divergences entre les différentes FDS qui, je pense, sont en train de travailler pour résoudre cela dans l'intérêt de la sécurité de nos populations. Décidément, monsieur Zongo fait dans la langue des bois ce matin. Non, vous avez intelligemment aussi esquivé la question de Bernard Bouma sur la question des armes. Oui. Ça a été quand même une actualité qui a intéressé les Burkinabés. On veut bien savoir les tenants et aboutissants, parce que des policiers affectés à une ville qui un beau matin déserte la ville, qui fait front au terrorisme. Aujourd'hui, on veut savoir, est-ce qu'on vous a convaincu que vous n'avez pas capacité à détenir les armes que vous demandiez, ou bien vous avez obtenu ces armes-là pour combattre les terroristes finalement? Donc si vous avez remarqué, les policiers qui avaient quitté leur poste sont rejoints. Et les raisons qui avaient fait qu'ils avaient quitté, c'était entre autres certaines revendications en rapport avec les armes. Donc c'est pour dire que s'ils ont rejoint ces postes, c'est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans ce sens, dans le sens d'acquisition de ces armes qui ont permis aux policiers de Djibo de répartir. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais convenez avec moi que quand on est en situation de guerre, on ne peut pas attendre que toutes les conditions qu'on réclame soient réunies pour défendre notre population. C'est difficile. Si vous attendez d'ici que ça arrive, si on a pris l'intégralité du territoire, comment vous allez faire pour récupérer? Donc, même si toutes les conditions ne sont pas totalement réunies, et même s'il y a eu beaucoup d'améliorations significatives, nous, on a quand même le devoir
en tant qu'agent de sécurité, de tout faire pour sécuriser nos populations selon nos capacités. Donc, je le dis, sans langue de bois, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de logistique, en termes de matériel et en termes d'organisation, et qui a permis aux policiers de répartir à Djibo et d'occuper d'autres postes, comme je l'ai dit. Et au passage, je tiens à remercier l'état-major de l'armée et tous les militaires qui nous ont beaucoup accompagnés dans ce sens. Mais il y a, je parle des restitutions d'armes. Vous avez dit qu'il y a des armes qui sont venues spécifiquement pour la police et qui ont été reversées à un autre corps. Bon, notre objectif, c'était pas qu'on nous restitue ces armes-là, c'est de nous donner des armes appropriées pour faire face au contexte sécuritaire. Et comme je l'ai dit, il y a eu de l'avancée dans ce sens. Aujourd'hui, vous avez ces armes-là. Est-ce que la population a des raisons de s'inquiéter? Parce que souvent, beaucoup aussi, l'une des raisons pour lesquelles la population ne vous soutenait pas, c'est que vous étiez une police avec un syndicat, avec des humeurs, et c'est pas... dans l'histoire, il n'a pas manqué cette police-là de retourner les armes contre les populations. Dans l'histoire burkinabé? Oui, mais avec la mutinerie de 2011, par exemple, ça c'était un cas. C'était une mutinerie militaire. Les policiers n'étaient pas dans les rues avec les armes. Les policiers ont été radiés aussi suite à une mutinerie. Ils sont restés dans leur caserne. Ils ne sont pas sortis tirer quiconque. Ça, je rectifie. Les policiers n'ont jamais retourné les armes contre quiconque. Ça ne peut jamais exister dans une république démocratique. C'est pas possible. D'accord. Donc c'est un faux procès qu'on nous fait. Quelle que soit la nature des armes qu'on détient, ça va jamais arriver que des policiers. Sur un plan déontologique, c'est interdit ça. Les armes que vous devez utiliser pour protéger la population, vous allez utiliser ça contre cette même population, ça ne peut pas arriver dans une police. Je suis désolé. D'accord. Puisqu'on parle de mutinerie, il y a la question aussi qui dérange, et jusqu'à présent, on n'a jamais eu la position exacte de l'UNAPOL sur cette question-là, la question des radiés, les policiers radiés. Ils ont eu leur traversée du désert. À ce jour, même la situation n'est pas encore très claire. On n'a jamais su votre posture officielle. Et on a comme eu l'impression qu'il y avait une certaine retenue vis-à-vis de cette question principale. Non, il n'y a aucune retenue là-dessus. Nous, on se voit souvent, on se rencontre, on échange. Maintenant, c'est quelle forme... Publiquement, vous n'avez pas porté leur lutte. C'est quelle forme de lutte vous pouvez mener par rapport à ça? C'est la question qu'on s'est posée. Parce que je pense que vous parlez de ceux qui ont été radiés suite aux mutineries passées. Oui. L'UNAPOL même a été créé à un moment où, sur le plan judiciaire, sur le plan administratif, c'est un dossier qui était difficile à réveiller administrativement. Quelle forme de lutte on pouvait faire? On s'est beaucoup posé la question, parce que sinon, nous, on est solidaires envers eux. Ils savent très bien que c'est un dossier qui intéresse tout policier. Maintenant, c'est quelle forme de lutte qu'il faut mener? Bon, sans oublier aussi que nous, on avait beaucoup de dossiers pendant, on avait beaucoup de revendications, etc. Il y avait beaucoup de problèmes aussi qui ne sont pas très faciles à concilier. Donc, il faut mettre la priorité dans ce que vous faites. Nous, on avait une plateforme revendicative qui nous servait quand même de baromètre pour mesurer là où on va. Donc, c'était quand même un peu difficile de se disperser sur plusieurs fronts au risque de peut-être ne rien réaliser. Donc, on a préféré avoir des acquis, consolider et puis quand même ouvrir d'autres fronts. Et je pense que le prochain bureau se chargera d'ouvrir ces fronts-là. Mais depuis 2011 à ce jour, même pas une seule fois, on a vu l'UNAPOL porter publiquement une attention particulière à ces policiers radiés-là. Est-ce que, on va dire, défendre les intérêts des policiers se limite à ce que quand ils sont dans le corps, ou bien véritablement... Non, pas du tout. Toute personne, même tout policier, même s'il est à la retraite, même s'il n'est plus dans le corps, c'est un policier, demeure un policier. Et c'est notre devoir de le faire. C'est comme je l'ai dit, c'est quelle forme de lutte il fallait mener. C'est ça qui était un peu complexe. Puisque à un moment donné, le dossier était au niveau du Ashkroum, ou bien c'était à quel niveau des solutions étaient en train d'être trouvées, etc., etc. Nous, on suivait attentivement comment ça va être, tout en essayant de défendre aussi de notre manière les dossiers qui étaient pendant, jusqu'à ce qu'il y ait un aboutissement qui, à mon sens, n'a pas beaucoup plu aux intéressés et qui nous ont revenus. Nous, on leur a dit, bon, on prend en compte votre doléance, on n'est pas insensible, on intégrera ça dans nos luttes, mais excusez-nous, on est sur des dossiers très chauds et très pendants. Permettez-nous quand même de voir de façon réfléchie, à tête reposée. La question dérange. La question dérange. Et moi, ça ne me dérange pas. Et c'est peu de le dire. Pendant le magistère de Wakilou, celui que vous avez remplacé, vous aviez été rencontré pour voir est-ce qu'il fallait les réintégrer ou pas. De ce que nous avions eu comme information, l'UNAPOL n'était pas favorable compte tenu de ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Est-ce que vous confirmez? Non. Je voudrais savoir si vous confirmez. Nous, on a toujours été favorable à la réintégration.
depuis Ouakilou jusqu'à maintenant, on a toujours été favorable à leur intégration. C'est une question qui a été discutée à l'interne. Mais pourquoi parfois vous ne manifestez pas leur côté, ne serait-ce que pour prouver à la face du monde que vous êtes... Donc vous trompez, depuis Ouakilou jusqu'à aujourd'hui, notre position est toujours été l'intégration des policiers. Moi je voulais la confirmation que vous aviez accepté ou pas qu'ils soient intégrés. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours favorable. J'ai dit, mais depuis la création de l'UNAPOL, de Ouakilou en passant par vous jusqu'à présent, on n'a pas vu une manifestation solidaire avec ces messieurs-là sur le terrain pour dire nous sommes solidaires, nous sommes venus marcher avec vous. On ne l'a pas vu. Bon, ça dépend de la forme de manifestation que vous souhaitez que ça ait lieu. C'est pas que je souhaite. Sinon, on a toujours été solidaires dans notre manière de faire, dans nos convictions, dans nos échanges avec eux, sur le fait que nous, les dossiers, ça nous tient à cœur et qu'on entreprendra les démarches appropriées pour qu'ils puissent avoir ce qui vient de cause. Alors, 2020 a également été une année de bras de fer syndical, notamment sur la question de l'UTS. Oui. Le gouvernement à l'époque avait rassuré que les FDS ne seront pas concernés. Oui. À l'étonnement donc des policiers, ils ont subi des coupures. C'est ça. Mais on ne vous a pas senti véritablement, contrairement aux magistrats et aux autres fonctionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous acceptez véritablement? Non, nous on a fait des déclarations claires pour dire qu'on s'oppose à l'extension de l'UTS sur les indemnités des policiers des FDS avec la coalition des autres syndicats des FDS. On a même fait une déclaration appelant l'autorité au dialogue. Maintenant, si vous avez suivi, s'il y a eu trop de coïncidences, c'est 2 semaines après qu'on est menacé d'aller en grève pour les dossiers que je vous ai dit là, qu'on a appris que le gouvernement va appliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut ouvrir un autre front ou bien il faut se concentrer pour consolider les dossiers sur lesquels vous étiez? On pouvait intégrer. Donc nous on a décidé de se concentrer sur la résolution des problèmes que je vous ai cités. Et en entendant de voir après, si vous vous dispersez sur plusieurs fonds, vous risquez de ne rien consolider. On a préféré consolider les acquis et après, puisque la lutte ne s'arrête jamais, et après voir comment on va agir par rapport à la question de l'UITS. Sinon, nous on est opposés, jusqu'à aujourd'hui on est opposés à ce qu'on étende l'UITS aux indemnités. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire un choix entre se concentrer pour consolider les dossiers. C'est ce que nous on a choisi de faire et on a eu raison. Les autres syndicats aussi étaient dans le même choix cornélien que vous. Ils avaient ce qu'ils négociaient avec le gouvernement. Oui. Et puis avec la question de l'UITS, ça ne les a pas empêchés d'aller faire front commun sur la question. On les sentait autant sur la question de l'UITS et sur leurs revendications qui sont liées directement à leur corporation. Oui. Bon, c'est un choix. Chaque syndicat a fait le choix. Nous, on n'a pas refusé de lutter. On a refusé seulement de se disperser sur des fronts dont on ne sait pas quels seront les tenants et les aboutissants. Parce qu'il faut éviter, dans la lutte syndicale, il faut éviter qu'on vous amène sur un autre front qui n'est pas votre problème de départ. Si vous ouvrez un front sur l'UITS et après il y a des problèmes là-bas qui vous amènent à vous concentrer sur ça, vous risquez d'oublier. C'est pourquoi vos revendications de départ, c'est comme ce qu'on nous faisait à l'université. Vous levez, vous grivez, on arrête le rue, tous les services universitaires, on arrête. Vous oubliez même votre revendication de départ et vous partez négocier pour qu'on ouvre le rue et autres. Donc, nous, on a préféré se concentrer pour consolider. Tous on a suivi ça. Donc, on a préféré se concentrer pour consolider ce qui était urgent et puis qui était pressant. Avoir des acquis dans ce sens et après voir comment on va ouvrir un front sur l'UITS. Oui, mais c'est un choix, mais ça ne semble pas avoir l'assentiment du policier au bas de l'échelle parce qu'ils estiment que vous, officiers, vous avez seulement en ligne de mire les intérêts liés aux avancements et autres, contrairement quand même aux coupures qui impactent aussi les policiers au bas de l'échelle, comme je dis. Bon, vous savez, ça c'est d'autres policiers, mais il y en a aussi qui étaient posé la question à ceux qui étaient concernés par les questions de carrière et autres. Quelle était la priorité? Ils vous diront que la question du UTS, on va parler de ça après. Demandez aux familles, qui ont eu leurs enfants tombés au cours d'attaques terroristes entre l'UTS et puis l'indemnisation de leurs parents, là, c'est lequel qui est prioritaire. Donc nous on avait une plateforme qui était pressante, on a préféré se concentrer sur ça. Bon, on laisse les gens opiner, donner leur avis, mais quand vous êtes à la tête d'un syndicat, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui conduisez le navire, c'est à vous de choisir où vous allez, c'est à vous de mettre en place les priorités.
sans occulter les besoins des autres. Donc c'est ce que nous on a fait comme choix et on a évité de se disperser sur des luttes où on ne sait pas comment ça va aboutir. D'accord. Ok, il y a parce qu'on une actualité. L'actualité brûlante, c'est l'affaire des raquettes. Oui. Le CRB ici a accusé qu'il y a des postes qui ne devraient pas faire de contrôle des papiers qui le font. Il y a la police des polices qui semble être impuissante face à une telle situation et paf, le ministère suspend le contrôle des papiers parce que il lui revient au niveau du ministère qu'il y a beaucoup de policiers qui font des raquettes sur les usagers et on suspend en attendant le voir mieux. Alors l'UNAPOL a entendu parler de cette actualité, c'est la police qui a pointé du doigt, c'est votre image qui est en jeu. Oui. Bon, moi je pense que sur cette question de corruption de façon générale, les gens, il n'y a pas de sérieux. C'est pas de façon spectaculaire comme ça qu'on peut résoudre des mots aussi sérieux et un peu importants. Si on constate des raquettes, on doit de façon holistique, ensemble, syndicats, ministère des GPN, réfléchir pour trouver les voies et moyens pour résoudre de façon durable le problème. Sinon, des plaintes ponctuelles et après il y a des notes spectaculaires qui sortent, ça ne résout aucun problème. C'est la même chose pour des enquêtes spectaculaires faites par des radios, ça ne peut pas produire des résultats, ça ne peut pas résoudre un problème. Si on constate qu'il y a un problème, le phénomène de raquette, c'est une réalité dans toutes les administrations. C'est nous, on accepte de parler de ça. Sinon, c'est une question qui est pendante dans toutes les administrations, même dans le privé, ça existe. Bon, c'est pas pour autant qu'on va accepter ce qui se passe à votre niveau. Vous êtes pointé du doigt, quelles sont les solutions? La question de raquette, c'est vrai ou bien c'est faux? À la police? Oui. De façon générale. Ça va être difficile de voir une administration où c'est différent. Mais répondez clairement, est-ce qu'il y a des agents indélicats au sein de la police? Ça ne manque pas, ça ne manque pas. En tant que est-ce que vous avez été formellement saisi par des citoyens burkinabés en tant que leader syndical par rapport aux raquettes? On n'a jamais été saisi. Donc tout ce qui se raconte, nous on n'a jamais été saisis. Les gens racontent des versions, des subversions inutiles. Vous n'avez jamais été saisis. Directement. Mais nous, on n'a jamais été saisis directement. Moi j'ai participé à un panel où on a fait en tant que syndicat, on a fait des propositions concrètes. Si on veut résoudre les questions de raquettes, les questions de corruption de façon générale, allons dans ce sens. Et non faire régulièrement des actions spectaculaires. Dans quel sens est-ce qu'il faut aller? D'abord, il faut une implication sérieuse et réelle du politique. Parce que c'est des problèmes qui peuvent être réglés de façon politique. Il ne faut pas voir l'agent qui raquette peut-être. Il faut aller chercher les causes et puis trouver les solutions en apportant des réponses aux causes qui apportent ça. Donc, il faut une implication réelle du politique. Il faut aussi qu'on restaure l'autorité de l'État. Parce que s'il y a des agents indélicats, il faut les sanctionner, n'est-ce pas? Si on n'arrive pas à sanctionner, et si même c'est souvent difficile d'apporter la preuve même. Si l'agent est sanctionné, le syndicat monte au créneau. Pas pour ces raisons. En tout cas, moi je suis en train de partir, mais moi, en tant que responsable syndical, si on sanctionne un policier, nous on regarde la cause, la raison pour laquelle tu as été sanctionné. Si tu n'as pas raison, si c'est en conformité avec les textes qui nous régissent, nous on ne peut pas te soutenir. Nous on n'est pas là pour encourager des indélicats. On a vu des policiers sanctionnés suite au décès ou à l'unité antidrogue, vous êtes sortis, mais c'était en conformité avec les textes. Des policiers sanctionnés suite à quoi? Suite au décès des 11 détenus à l'unité antidrogue. Jusqu'à présent, il n'y a pas une décision de justice qui condamne, qui dit que les policiers ont fait ceci, c'est ça qui a entraîné la mort. Donc si on n'arrive pas à apporter cette preuve, nous on ne peut pas soutenir, parce que les gens montent les créneaux, parce que les gens crient, nous on ne peut pas soutenir ça. Donc sur la question de la corruption et la question des raquettes, il faut prendre ça un peu plus au sérieux que des actions spectaculaires. Doit faire quoi? Le politique, tout part des orientations politiques. Si on décide que en l'espace de est-ce que c'est le politique qui organise au sein de certains commissariats un système de raquettes où le soir on ramène pour distribuer à tout un chacun? Bon, ça par exemple je ne suis pas au courant de ce qui vous êtes policier, si nous-mêmes journalistes nous le savons, c'est pas qui... Puisque vous, souvent l'erreur que les journalistes commettent, des gens viennent vous raconter des trucs. Vérifiez-moi si c'est vrai. Vous n'allez pas nous apprendre quand même. Vérifiez-moi si c'est vrai. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais nous ne sommes pas seulement que journalistes, on est citoyens aussi. Oui. Donc on emploie les mêmes voies là. Et pour vous rencontre. Donc vous avez déjà assisté à ce qu'on vient de remettre de l'argent ou des fruits, des raquettes quelque part. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Je n'ai jamais été associé à ça. Donc c'est difficile pour moi de confirmer ou d'infirmer. Ce qui est la palissade, c'est qu'il y a des raquettes partout. Bon, ça, vous reconnaissez qu'il y a des raquettes à la police. Si ce n'est pas quelqu'un qui est malhonnête, il ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a des raquettes dans toutes les administrations. Regardez le rapport du là, qu'il y a des raquettes partout. Il y a des problèmes, il y a des questions de corruption un peu partout. Ça, c'est dans le quotidien du Burkinabé, ça existe un peu partout. C'est pourquoi je disais dès le départ que
si on arrivait à intégrer les valeurs de Thomas Sankara dans nos comportements au quotidien, ça va faire avancer beaucoup les choses. Mais bon, on aborde les t-shirts et autres, et puis c'est pas ça l'essentiel. Donc notre société même, les citoyens même là. Ce que vous dites c'est bien beau. Mais ce que le Redla dit, il y a la corruption, il y en a partout. Mais vous êtes parmi les champions. C'est ça la différence. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, peut-être que dans le discours, il faut savoir interroger le problème. C'est un championnat. Non, c'est les champions. Parce qu'il y a un classement qui est fait. C'est selon la perception des Burkinabés. C'est les Burkinabés qui disent le rapport du RENLAC. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour contester le rapport du RENLAC. Le RENLAC a ses moyens, a ses critères sur lesquels il fait des rapports. Mais c'est sur la base de ça que le politique, la hiérarchie, le ministère doivent prendre ça et puis entreprendre des mesures pour faire face aux problèmes qui existent, n'est-ce pas? Et non sauter les étapes, écouter ce qui se raconte par là qui n'est pas forcément vrai. Merci à vous, monsieur le commissaire principal Armiao Zongo, on va dire secrétaire général sortant de l'UNAPOL. Ça va être la dernière fois qu'on vous reçoit en tant que SG de l'UNAPOL. C'est ça. Et peut-être des autres occasions, on vous recevra en tant que autre chose, on va dire. Merci d'être passé devant notre tribunal de l'actualité. Merci au juge au siège. Merci à l'équipe de réalisation et merci à ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain vendredi pour la dernière convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.